Des pourfendeurs de démons, Hubert Bonisseur de la Batte, Gotham City, une sirène, un vieux maître japonais, une petite famille qui s'installe à la campagne et un ingénieur dépressif. Voici le menu de ce premier épisode de Monsieur Lee. Générique. Pour rencontrer Monsieur Lee, faut mieux une bonne couverture. Comment on fait pour pas devenir fou, quoi? Eh ben, on lit. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps, vous devez vous demander un petit peu qu'est-ce que c'est que ce truc. Monsieur Lee, c'est un nouveau format dans lequel je vous parle des lectures que j'ai effectuées dans le trimestre. Pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que en tant que prof de français, ça m'arrive très souvent qu'on me demande qu'est-ce que tu as lu récemment, est-ce que ça t'a plu, c'est quoi tes conseils de lecture, etc. Je me suis dit que j'allais répondre à tout le monde une bonne fois pour toutes en vidéo et que ça pourrait être intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai lu ce trimestre? Eh bien pas grand chose pour être tout à fait honnête avec vous. Ça a été un trimestre un peu mouvementé pour tout un tas de raisons et donc j'ai moins lu que l'été dernier par exemple. D'ailleurs je vous renvoie à la vidéo qui va apparaître en fiche ici dans laquelle je débriefais mes lectures de cet été après le défi que je m'étais lancé pour soutenir les libraires. Bref, c'est un peu le même principe, mais là, ouais, c'est un peu en mode détente et l'idée c'est d'institutionnaliser un petit peu ça pour l'année qui arrive. Pour ceux d'ailleurs qui me connaissent pas du tout et qui débarquent sur la chaîne à travers cette vidéo, eh ben voilà, sachez que je suis prof de français et que je fais tout un tas de vidéos en support de mes cours, mais aussi de vidéos un peu plus larges, d'autres formats qui peuvent intéresser au-delà des murs de mes salles de classe. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater du contenu de cette chaîne que je vous promets qualitatif. Alors, premier livre. C'est pas juste un livre, puisque j'ai lu les 10 premiers tomes, c'est un manga. Ce manga, c'est Demon Slayer, un manga assez connu, je sais que pas mal de mes élèves s'y sont mis aussi. Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba en japonais, qui était sorti d'abord en France sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit, et puis l'édition avait été annulée faute de vente, et puis a été relancée cette année. Faut savoir que c'est le manga le plus lu au Japon sur ces 2 dernières années, donc c'est un truc qui commence à être assez énorme, un phénomène assez intéressant, et donc en France ça a été relancé sous ce nouveau titre, soi-disant plus vendeur, Demon Slayer. J'en avais entendu parler sur la chaîne du chef Otaku et également dans un podcast qui s'appelle La 5e de couve, qui est un podcast spécial, spécialisé dans le manga et qui en disait plutôt du bien. Donc j'ai eu envie un petit peu de me lancer dans le truc, d'attaquer une nouvelle série et ma foi j'ai pas été déçu. Alors qu'est-ce que ça raconte, Demon Slayer? Ça raconte l'histoire du jeune Tanjiro et de sa sœur Nezuko. Alors Tanjiro, c'est un garçon assez pauvre, qui vient d'une famille pauvre, et qui du coup vend du charbon pour rapporter un peu d'argent à la maison. Et puis quand il rentre d'une de ses ventes, il découvre que toute sa famille a été exterminée, à l'exception d'une de ses petites sœurs, Nezuko, donc, qui a été transformée en démon. Il découvre donc que, un, les démons existent, 2, ils ont le pouvoir de tuer des gens, et aussi de transformer certaines de leurs victimes en démons. Le truc, c'est que sa sœur ne réagit pas exactement comme tous les autres démons, puisqu'elle garde des sentiments, notamment envers son frère, une fidélité envers son frère, ce qui est rarissime, et donc il se dit qu'il y a peut-être un moyen de la sauver, de lui permettre de redevenir humaine. Et ça va être ça l'enjeu de cette saga, l'enjeu de ce shonen, ça va être la découverte des démons, des pourfendeurs de démons, et l'évolution de Tanjiro qui va vouloir à tout prix guérir sa sœur. Pourquoi c'est particulièrement bien? Moi, il y a 3 raisons qui font que je trouve que ce manga est vraiment cool. Le premier, ce sont les dessins. Je sais que les dessins de Demon Slayer sont souvent critiqués. J'ai entendu des gars dire oui, les perspectives, pas les perspectives, je sais pas. Moi, je trouve que les dessins sont extrêmement cool, notamment pour ce qui est des attaques. Les attaques des pourfendeurs, du coup, qui sont effectuées au sabre. On a les mouvements, en fait, c'est très dur à expliquer parce que c'est hyper visuel comme façon de raconter, mais en gros, on voit les mouvements des sabres, etc. C'est ultra bien fait, ultra percutant et j'aime bien ce style. Deuxième élément, ce sont les costumes. Il me semble que ça se passe à l'époque de l'ère Edo. Je suis pas sûr à 100%, je suis pas spécialiste de l'histoire japonaise, mais c'est dans un contexte un peu ancien, pas du tout dans un contexte moderne actuel. Et du coup, les costumes des personnages sont juste surstylés. On a pas mal de refs à des costumes traditionnels. Alors, les planches sont évidemment noir et blanc, mais on a l'avantage, notamment sur des couvertures, d'avoir des couleurs. Et vraiment,
Moi je trouve les costumes surstylés. Donc voilà, deuxième bon point pour ce manga. Et puis troisième point, c'est l'histoire. Alors ok, c'est un shonen ultra classique. On a un jeune garçon au cœur pur qui sait rien faire de ses 10 doigts au début, qui va apprendre petit à petit des techniques pour pouvoir devenir un personnage beaucoup plus stylé, il va y avoir des combats, etc. C'est un shonen classique. Mais il y a une chose que je trouve hyper originale dans ce manga de ce point de vue-là, c'est Tanjiro. Tanjiro est un héros au cœur pur, ça c'est classique dans les shonen, hein. Il y en a, tous les autres héros de shonen sont des héros au cœur pur, mais il a une vraie bonté d'âme, une vraie empathie, une vraie bienveillance, y compris à l'égard de ses ennemis, qui sont des démons, et en fait il ne voit pas les démons qu'il affronte, enfin s'il les voit, mais il arrive à voir derrière eux les humains qu'ils ont été. Et ça c'est hyper fort, il y a des passages très beaux, notamment après des combats, qui sont pas niais du tout, alors qu'ils pourraient l'être, mais vraiment où il y a énormément d'empathie, de bienveillance de la part de Tanjiro, et c'est assez agréable, on s'attache vachement à lui, on a vraiment envie de le voir réussir, en plus il y a l'histoire de sa sœur qui doit guérir ou pas, bref c'est vraiment une histoire qui suit des codes hyper classiques, mais a ces petites touches d'originalité qui sont super sympas, donc vraiment je conseille ce manga à tout le monde, il est ultra cool. Demon Slayer. Pour le deuxième livre, on a Gashi à Karashi de Jean Bruce. Je crois qu'on dit Jean Bruce et non pas Jean Bruce. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les aventures de OSS 117, le fameux OSS 117, Hubert Bonisseur de la Batte. Ah, c'est lui! Il faut savoir que OSS 117, avant d'être une série de films, les deux premiers étant réalisés par Michel Hazanavicius et le troisième n'étant pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo, de très bons films qui sont des parodies de James Bond en fait, et qui ont fait vraiment connaître, en tout cas à partir de ma génération, ce personnage au grand public, qui est à l'origine du coup un héros de roman inventé par donc le fameux Jean Bruce. Pour ce qui est de sa découverte, je suis tombé dessus tout simplement en regardant dans les boîtes, vous savez, dans les lieux publics, dans certains parcs, il y a des boîtes en libre accès où on peut déposer et emprunter des livres. Et je suis tombé là-dessus, je me suis dit, oh trop cool, une aventure d'OSS, et je suis parti là-dessus, et ma foi, j'ai vraiment pas regretté, j'ai passé un bon moment. Ce qui est génial avec ce personnage d'OSS 117, c'est deux choses. Déjà, il a été créé par Jean Bruce en 1949, donc c'est vieux. Et surtout, c'est avant le premier James Bond. Donc en fait, James Bond s'inspire de OSS 117 et non pas l'inverse. Comment est votre blanquette? Et ça, je savais pas, et je trouve ça super stylé. Deuxième élément qui je trouve intéressant, c'est que dans les romans, OSS 117 n'est pas du tout un agent secret français. C'est un agent secret américain d'origine française. Et ça change tout. Alors là, il y a un épisode, c'est Gashi à Karashi. Tous les titres, de toute façon, sont complètement lunaires. Hein. C'est que des jeux de mots comme ça. Je crois qu'il y a Mashkou à Moscou. Enfin bon, c'est que des trucs comme ça. C'est rigolo. Donc c'est pas spécialement cette aventure qui est stylée par rapport aux autres, j'en sais rien. C'est la première que je lis et la seule que j'ai lue pour l'instant. C'est très sympa, l'histoire est sympa. C'est une histoire d'espionnage, d'agents secrets. Bon, voilà, là ça se passe du coup au Pakistan et en Inde. Donc voilà, c'est une aventure classique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ultra premier degré en fait. C'est-à-dire que dans les films, c'est une parodie. Ici, tout le monde se prend ultra au sérieux. Et c'est génial parce qu'il y a plein de dialogues dans le bouquin qu'on retrouve dans les films. Il y a plein de passages qui m'ont fait pleurer de rire alors que c'est hyper sérieux, mais simplement parce que je voyais la tronche de Jean Dujardin dans les films et ça match ultra bien. Ça crée un décalage pour nous qui est hyper rigolo et c'est en soi une bonne aventure. Donc si je tombe par hasard sur un autre volume, je le lirai et je vous dirai ce que j'en pense plus précisément. D'accord, faisons comme ça. Troisième livre, alors pour ce troisième livre, en fait j'en ai trois.
Tac, tac, tac. Clac, clac, clac. Ce sont donc 3 comics sur lesquels je suis tombé par hasard chez ma libraire. Vous avez l'impression que je passe ma vie chez ma libraire, mais en fait c'est un peu le cas depuis ces histoires de confinement. Je suis en mode soutien aux libraires, donc j'y vais tout le temps. Et je suis tombé donc il y a quelques semaines sur des comics à 4,90€ le volume. Et c'est pas des petits volumes, hein, c'est quand même assez épais. Et ma foi, j'adore les comics, sauf que ça coûte une blinde absolue, donc j'en achète jamais. Et là, je suis tombé là-dessus. C'est édité du coup par Urban Comics, en lien avec DC. Et donc j'ai pris ce qui restait. Hein. Donc il y a plein dans cette collection, il y a plein d'aventures. Il y en a avec Wonder Woman, Harley Quinn, Superman, la Justice League, etc. Moi, j'ai pris ce qu'il y avait, et puis ça tombait bien puisque c'est mon super-héros préféré. Je suis tombé donc sur 2 épisodes de Batman et un du Joker. Et je vais vous en parler tout de suite. Alors, le premier, c'était le Chevalier Noir. C'est celui que j'ai le moins apprécié des 3, on va dire. Je trouve alors tous les dessins sont cool, hein, dans les 3. Voilà, ça reste surstylé. Mais j'ai trouvé que c'était genre ultra confus dans ce volume. L'intrigue, elle va quelque part, elle vous emmène dans une direction, puis on revient, on finit par pas savoir qui est le méchant. C'est pas très clair. Enfin, si c'était une série, on aurait l'impression que le showrunner a changé 4 fois au cours de la production de la série. Et ben là, c'est un peu le même genre de truc. J'ai trouvé ça assez confus, assez flou. Il y a pas mal d'ennemis de Batman. J'ai découvert l'existence du Lapin Blanc, que je ne connaissais pas, qui est évidemment une ref à Lewis Carroll. Bon, il y a Bane, il y a l'Épouvantail, il y a le Joker, il y a le Lapin Blanc, il y a tout le monde, hein, il y a tout le bestiaire. Mais voilà, je suis pas spécialement fan de celui-là. Attention, coulrophobe, je m'apprête à vous montrer le 2e comics, c'est donc Joker. Ici le Joker. Le deuil de la famille. C'est donc un épisode qui est un poil plus court, qui est centré donc sur le Joker, qui va monter un plan machiavélique pour atteindre Batman comme d'habitude, et comme d'habitude il va s'attaquer à ses proches. Donc là c'est toute la famille Batman, donc les Batgirl, Nightwing, Robin, etc. qui vont être les victimes du Joker. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode, c'est l'importance d'Harley Quinn et le développement d'Harley Quinn, qui est un personnage surstylé. Je reviens pas sur l'histoire d'Harley Quinn que tout le monde connaît, 15 000 youtubeurs ont raconté son histoire, mais qui est un personnage qui est à la base ultra intéressant et qui a été juste flingué par le DC Universe. Ce personnage-là mérite mieux que ça, et heureusement les comics sont là pour lui rendre honneur. Donc ça, c'était assez cool de tomber sur Harley Quinn dans une version sympathique et respectueuse. Voilà, donc ça c'était chouette. Et le dernier, celui que j'ai préféré, la cour des hiboux, où la chauve-souris va s'attaquer donc à une cour de hiboux. Les prédateurs nocturnes se disputent la suprématie sur Gotham, et c'était, ma foi, ultra cool pour le coup, à l'inverse du Chevalier Noir. Je l'ai trouvé super bien construite, super amenée, il y a une progression dans l'histoire, c'est très clair, on est vraiment tendu, on a vraiment peur pour Batman, on découvre toute une partie de Gotham que moi perso je connaissais pas. Alors, peut-être qu'il y a des fans hardcore de comics qui vont tomber de très haut, mais moi je connaissais pas toute cette histoire de hibou et tout. C'est ultra cool, donc je vous conseille ça. Je sais pas si c'était une OPSP ou si c'est prévu que d'autres comics comme ça sortent sur ce format-là à ce prix-là, mais si c'est le cas, clairement je vais en acheter d'autres, quoi, parce que ça fait quand même plaisir. Ariel, écoute-moi, le monde humain, c'est la bagarre. Ensuite, Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Alors Mathias Malzieu, déjà je suis ultra fan du chanteur, du musicien et puis du romancier. J'avais évidemment adoré La mécanique du cœur qui a été le premier que j'ai découvert, mais j'ai adoré aussi 38 mini-western, Le plus petit baiser jamais recensé, évidemment Métamorphose en bord de ciel, etc. C'est un écrivain et un romancier de talent qui a une prose qui est extrêmement poétique, et donc celui-là, Une sirène à Paris, je l'avais offert il y a 1 an et demi à ma femme pour la fête des mères, et elle l'avait plutôt apprécié sans m'en dire plus, et donc je l'ai lu là,
et ma foi je l'ai trouvé très très cool. C'est pas autant un coup de cœur que La Mécanique du cœur, on va pas se mentir, mais je l'ai trouvé malgré tout très sympa. On retrouve bien l'ambiance de Malzieu, et elle est vraiment très très cool à découvrir. Donc si vous connaissez pas l'auteur, lisez d'abord La Mécanique du cœur, mais si vous connaissez, n'hésitez pas à lire Une sirène à Paris, ça se lit tout seul. C'est l'histoire de Gaspard Snow, donc qui est un homme qui vient qui va pas très bien, qui est un petit peu perdu pour deux raisons. L'amour de sa vie l'a quitté quelque temps auparavant, et sa grand-mère vient de mourir. Sa grand-mère tenait une espèce de cabaret sur une péniche qui s'appelait le Flower Burger. Et au Flower Burger, du coup, il y a Gaspard et puis son père et puis des amis, etc. qui gèrent ça. C'est un endroit complètement loufoque. Eux-mêmes s'appellent les surprisiers, donc qui sont on a la définition sur la 4e de couve. Les surprisiers sont ceux dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le monde, du moins le leur, ce qui constitue un excellent début. Voilà le programme. Et donc Gaspard Snow, surprisier de son état, déprimé par la vie et les coups durs qu'il vient de subir, va tomber sur une sirène qui va s'échouer sur les quais de Seine après une crue du fleuve. Et donc va la ramener chez lui, et va naître toute une aventure. Je veux pas spoiler, mais voilà, c'est fantastique, c'est ultra poétique comme toujours, et c'est ma foi super sympa à lire. On s'attache au perso et on arrive au bout avant même de se rendre compte qu'on a commencé à lire. Voilà, ça se lit super vite et c'est très cool. Ensuite, on a La Voix de l'archer de Paulo Coelho. Paulo Coelho, donc, qui est un écrivain brésilien surconnu, surreconnu, et que je n'ai jamais lu. Donc ça a été une première, et je sais pas du tout si c'est par lui qu'il fallait commencer, j'en sais rien. Simplement, c'est un cadeau qui nous a été offert à ma femme et moi par une de nos anciennes étudiantes au Cameroun, Inès, merci encore, et que j'avais complètement zappé de lire, qui était sur ma palle, comme on dit sur Instagram, et sur lequel du coup je suis retombé il y a pas longtemps. Donc je l'ai lu et j'ai trouvé ça ultra sympa. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? En gros, l'histoire elle est pas super importante. C'est pas ça qui est le plus important. C'est un étranger qui débarque dans un petit village, qui va voir un charpentier qui s'appelle Tetsuya, qui est un vieux maître japonais, un vieux charpentier, et qui va le défier au tir à l'arc en lui disant: vous êtes le plus grand maître du tir à l'arc que la terre ait connu, j'aimerais vous défier. Il accepte le défi, il montre qu'il pèse toujours, et il y a un jeune apprenti qui est là et qui lui dit: mais je savais pas du tout, maître, que vous étiez un expert en tir à l'arc. Enseignez-moi la voie de l'archer. Et donc le vieux maître Tetsuya va lui dire: ok, promis, je t'enseigne la voie de l'archer. Cette voie de l'archer, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de voie philosophique que tout le monde peut suivre, hein, qu'on tire à l'arc ou non, et qui recèle plein de bons conseils, en gros, voilà. Donc en gros, il y a une métaphore sur le tir à l'arc tout au long de l'histoire, mais ce sont des conseils pour vivre un peu philosophique, pour vivre heureux et en harmonie. C'est ma foi des bons conseils, c'est bien écrit, c'est assez court, il y a des illustrations. Alors dans cette édition là, c'est chez Flammarion, il y a des illustrations qui sont super cool, enfin moi que j'aime beaucoup, qui sont des illustrations réalisées par Christophe Niemann. Voilà, et donc ça se lit très très vite. Alors moi je l'ai lu en quasiment une journée. Je pense que ça mérite d'être relu par petites touches, petites page après page, et je pense que c'est plus un livre qui se médite qu'un livre qui se lit réellement, parce qu'en soi c'est pas très long, mais il y a vraiment des images très puissantes, et voilà, donc ça peut être très sympa, c'est un bon cadeau, c'est vraiment pisse, et ça fait pas mal de bien, c'est assez sympa. Ensuite, on passe à Margot Motin, Le printemps suivant. Alors,
Je l'ai mis là parce que je l'ai lu ce trimestre. Je l'ai offert à ma femme quand il est sorti il y a pas longtemps. Et je suis tombé dessus en passant devant la librairie du coin. Et du coup, je lui ai pris tout de suite avant que ce soit en rupture. Elle l'a adoré, sa sœur l'a adoré. Et toutes les nanas que je suis sur Instagram qui lisent des bouquins et qui l'ont lu ont adoré. Maintenant, moi, je suis clairement pas le public cible. Voilà, donc je sais pas si j'aurai un avis ultra objectif là-dessus. J'ai trouvé ça sympa, il y a des passages marrants. Les dessins sont vraiment cool. Ma femme étant fan, j'en avais lu d'autres avant et je trouve qu'il y a vraiment des dessins qui sont assez nouveaux, notamment des dessins de paysages qui sont vraiment cool. Donc voilà, ça se lit tout seul. En gros, c'est l'histoire donc de Margot et Paco qui emménagent ensemble avec les enfants de Paco dans une maison à la campagne. Voilà, et ça se passe pas très bien. Voilà. Si j'ai deux choses à dire, si vous voulez offrir ça à une nana qui a entre 20 et 40 ans, faites-le, ça lui plaira forcément. Et deuxième chose, Paco, j'ai lu le bouquin et soutien. Force à toi Paco, on est avec toi, ne lâche rien. Parce que le pauvre Paco, il n'a pas une vie facile. Voilà pour ça, il y aura une suite. Bah, je vous dirai si j'offre la suite à ma femme, ce que j'en penserai, mais clairement, je suis pas le public cible, donc ça m'a pas plus plu que ça. Et enfin, dernier bouquin, Sérotonine de Michel Houellebecq. Je le mets à la fin de la vidéo, non pas pour faire monter la hype, mais tout simplement parce que je déconseille fortement ce livre à mes élèves. Je le conseille fortement aux autres, mais je le déconseille à mes élèves. Je vous rappelle que je suis prof au collège, et un collégien ne devrait jamais avoir à lire ce genre de truc. Alors pourquoi je le déconseille vraiment pour mes élèves? Parce que, bah, comme souvent dans les romans de Houellebecq, il y a des scènes qui sont trash, qui sont choquantes. Ici, c'est des scènes, notamment je pense à une scène où il y a une description de vidéo pédophile qui est extrêmement malaisante et qui est immonde, qui n'a pas un intérêt énorme pour l'histoire à part de montrer la lâcheté du personnage principal. J'insiste là-dessus et je sais très bien que beaucoup voilà, me diront oui mais tu sais très bien que la meilleure chose pour donner envie de faire quelque chose à quelqu'un, c'est de lui dire que c'est interdit. Là, je sais ça, mais vraiment, j'insiste là-dessus. S'il y a des parents d'élèves qui regardent, ne laissez pas vos gamins lire ça. D'ailleurs, ça m'étonnerait qu'ils se portent, voilà, qu'ils aient envie de lire ça d'abord. Mais vraiment, ne dites pas, Monsieur Rigaud l'a conseillé, donc c'est bon, tu peux y aller. Vraiment, chers élèves, ne lisez pas ça. On suit les aventures d'un ingénieur agronome dépressif qui va sur un nouveau traitement conseillé par son médecin, et un traitement qui ne va non pas l'aider à aller mieux, mais qui va au contraire simplement lui permettre de survivre, mais qui a pas mal d'effets secondaires. Je rentre pas dans les détails, mais voilà, il va décider de tout plaquer, il plaque sa compagne, il se barre, il décide de disparaître, il vide son compte en banque et il part sans savoir où il va, dans une espèce d'errance dans ce monde qui est le nôtre, et c'est absolument terrible. Alors c'est génial parce que la plume de Houellebecq est hyper cynique et hyper j'allais dire chirurgicale, quoi. Il découpe vraiment notre société, les tranches de notre société, voilà, avec un cynisme qui est terrifiant, et en même temps qui est ultra efficace. Et donc voilà, on va le suivre lui, il va retrouver du coup ses anciennes compagnes, il va retrouver son ancien pote de fac qui est donc devenu agriculteur. Et voilà, ça parle, alors beaucoup de gens ont dit ça parle de la dépression, d'autres ont dit ça parle du problème des agriculteurs en France et de leur situation qui est de plus en plus compliquée. Ça parle en fait un peu de tout ça, ça parle de la tristesse de notre monde, et de la tristesse et de l'isolement de certaines personnes dans notre monde. Et ça parle aussi un peu d'espoir, c'est pour ça qu'il m'a moins déprimé que les autres. Parce que là, il y a un espoir infime, mais il y a un espoir de belle histoire d'amour avec le personnage de Camille, je crois, qui est là, et puis surtout on constate que cet amour-là et cette vie parfaite qu'il aurait pu avoir, il l'a pas eu à cause de lui. Voilà, c'est pas le destin qui lui est tombé dessus, c'est lui
qui a foiré sa vie et qui s'est mis tout seul dans cette situation. Et c'est en ça que je l'ai trouvé moins déprimant que les autres, c'est que il nous permet de nous dire, bah, si je fais pas les mêmes erreurs, il y a des chances que j'évite d'avoir la même vie. Et donc de ce point de vue-là, il y a des passages qui sont très beaux, en fait très tendres, quand il raconte cette histoire au passé, et où on se dit, tiens, en fait c'est ça que je veux, et je veux surtout pas finir comme lui, quoi. Celui-ci, je l'ai vraiment aimé, comme tous les autres d'ailleurs, simplement voilà, j'en lis pas beaucoup d'affilée parce que voilà, moi ça me déprime mais d'une force, donc je lis avec parcimonie, mais je l'ai vraiment apprécié. C'est évidemment ultra bien écrit, il n'y a aucun débat là-dessus, c'est très très bon, c'est très subtil, il y a plein d'effets de style, plein de jeux dans l'écriture qui sont absolument géniaux. Maintenant voilà, ça reste triste à souhait, mais c'est délicieusement bien écrit. C'est possible que j'en reparle dans une prochaine vidéo parce qu'il y a une phrase en particulier qui m'a marqué et qui me semble intéressante à analyser. Donc c'est possible que je sorte bientôt, ou bien dans un épisode de l'anecdote, ou bien dans un épisode bonus, mais que je vous reparle de ce bouquin. Voilà, c'est tout pour moi ce trimestre. Je vous avais dit que j'avais pas lu grand chose. Là, je suis en train de finir 2 romans qui sont ultra cool, dont je parlerai dans la prochaine vidéo qui devrait sortir en mars. Et voilà, peut-être le Père Noël va m'apporter aussi de bonnes petites lectures, sait-on jamais. Ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes vacances. Et puis je vous dis à très bientôt, en vrai ou sur cette chaîne. Salut tout le monde.